Bonjour les Zémouriennes et les Zémouriens. Un petit topo sur le nationalisme. Alors, le nationalisme est né durant la Révolution française et comme vous le savez sans doute, lorsque en 1793 les forces françaises se précipitent sur les Prussiens, les Allemands, eh bien, à Valmy, il crie que c'est au nom de la patrie, ce qui surprend les autres qui sont en face. D'où la fameuse réflexion de Goethe qui aurait dit à des généraux que ce jour-là, l'histoire du monde avait changé. Bon, pas sûr qu'il l'ait dit. Quelquefois, les auteurs aussi, pour assurer leur autorité, pardon, inventent des choses après coup. C'est un peu de la, entre guillemets, de la mythomanie. Alors, euh, le nationalisme se base sur ce qui unit un peuple, sa langue, sa culture, son histoire, sa religion, et ce sentiment national produit le patriotisme. En allemand, c'est Heimat, c'est un terme extrêmement fort. C'est le pays dont on est originaire, où sont ses ancêtres, les tombes de ses ancêtres, etc. Et l'histoire de la famille. Alors, le côté négatif dans le nationalisme, c'est que il faut un ennemi. Alors, un ennemi, cela suppose des guerres, cela suppose des morts, et il y a comme ça toute une rhétorique du sacrifice, du martyr, etc., qui s'est mise en place. Alors on rend, après les conflits, euh, hommage aux morts et on dresse des monuments en Allemagne à l'Empire. Bonaparte, on n'a pas encore eu l'idée de, comment dire ça, de faire des cimetières militaires. Ça ne va venir que en 1900, après 1914, à cause des grandes tueries, il faut ramasser les corps, et on a l'idée de fabriquer, de créer des cimetières qui sont extérieurs aux cimetières des villages, aux cimetières communaux. Alors, donc en Allemagne, au XIXe siècle, euh, se créent tout un tas de monuments en hommage à l'Empire. Près de chez moi, donc en Moselle, près de la frontière alsacienne, il y a un monument qui a été dressé durant la guerre de 14-18 aux soldats tombés par un lieutenant allemand qui a donné de l'argent sûrement à la famille, à sa famille, pour faire ériger ce monument. Et il y a marqué donc encore de nos jours dessus, an unsere tapferen Bayern, à nos valeureux Bavarois, qui se sont battus, donc pas très loin de chez moi, pratiquement sur mon terrain. Sur mon terrain, ils se sont battus aussi, bien sûr. Mais ce sont les premiers combats de la guerre de 14-18, au mois d'août 1914. Donc on érige déjà, côté allemand, des monuments aux morts. Alors, les morts sont donc sur la place publique, leurs noms sont gravés sur des monuments et à la vue de tout le monde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas mort comme tout le monde, donc vous êtes mort pour moi, me sauvant, donc je vous fais honneur. Alors, c'est tout à fait louable, bien sûr, hein.
Le patriotisme, c'est aussi une même compréhension de l'art, une même religion, je l'ai dit, des coutumes semblables et une même adhésion au droit, c'est très important. Parce que ce qui fonde les sociétés occidentales, c'est le droit, mais c'est un droit qui est laïque, qui ne tient pas compte de la religion. Donc, si vous êtes protestant ou juif ou musulman ou bouddhiste ou athée, le droit est le même pour tous. Dans les pays musulmans, ben, il y avait les dhimmis, il y a toujours un peu ce terme qui existe, et il y a les musulmans euh, sunnites, on va imaginer que c'est une religion sunnite, et s'il y a des chiites, ben, ils sont aussi considérés un peu comme hors société, comme asociaux. Donc le droit n'est pas le même pour tous. Alors, le droit suppose égalité en Europe. En islam, ben, les femmes n'héritent pas la même chose que les hommes. Et il y a toutes sortes de droits. Dans le droit musulman, il fallait deux femmes pour, en tant que témoins lors d'un procès. Et la parole de deux femmes valait ou vaut celle d'un homme. Alors, je dis bien vaut parce que les talibans ont remis ça au goût du jour, hein. Alors, donc, il faut des gens qui soient formés par l'État d'une manière semblable, hein, les mêmes programmes scolaires, et qui soient éduqués par l'État. D'où laïcité. Bon, en plus de ça, on peut rajouter une même origine. Au Moyen Âge, l'individu était aussi lié par un pacte de loyauté. Et rompre le pacte de loyauté était extrêmement grave vis-à-vis de son seigneur. Mais le seigneur devait aussi être loyal vis-à-vis du paysan. Donc, et non pas à un État. D'où la notion de seigneur et vassal. L'État moderne se définit par le territoire qui est contrôlé par le juridique. Et c'est plutôt donc une notion de contrat social telle que l'a expliqué Rousseau. Ça, c'est moderne. Au cours de la Révolution, ben, on se demande, mais qui est le peuple? La souveraineté du peuple est la préoccupation des Lumières, et apparaît cette notion qu'un peuple peut vivre en bonne entente entre soi-même, avec soi-même, qu'il n'y ait pas de guerre civile, si, s'il y a un pacte social et s'il y a une éducation qui est organisée pour que ce peuple ait les mêmes savoirs. Si d'un côté vous avez des protestants, des musulmans, je ne sais pas moi, des hindouistes, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des coutumes, il y a des manières de penser qui ne sont pas similaires à d'autres personnes de la population. De ce fait-là, communautarisme et de ce fait-là, violence. Alors, la Révolution, cependant, initialise aussi le combat entre les peuples. Puisque j'ai cette façon de penser en France, et que les autres à côté n'ont pas la même façon de voir les choses, eux sont encore dans, non pas dans le contrat vraiment, mais ils sont encore gouvernés par des rois et des empereurs. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le peuple français va devenir le porte-flambeau de cette manière de penser et va s'imposer à l'extérieur par la violence via Bonaparte.
Et ce n'est plus l'aristocratie qui fait des guerres entre elles, c'est le peuple tout entier. Et voilà ce qui a changé à partir de Valmy. Donc, le pays devient le père. On dit, et la patrie devient la mère. Et il y a les enfants qui sont obligés d'obéir à la mère, en quelque sorte. Hein. On dit bien enfant de la patrie. Une relation filiale, donc horizontale et non plus verticale. Ce n'est plus un roi de droit divin, mais un contrat entre tous les membres de la société. Le citoyen participe à tout cela en devenant un sauveur du pays. Et il y a un phénomène assez étrange qui se produit, bon, qui est expliqué maintenant, c'est que les peuples qui sont occupés commencent par Bonaparte, commencent à penser de la même manière. Je suis occupé, eh bien, ma patrie est occupée, je me soulève. Donc soulèvement des Espagnols contre les troupes de Bonaparte, soulèvement contre les Allemands, et ainsi de suite. Donc de ce fait-là naît dans toute l'Europe le sentiment euh, du nationalisme, mais ça met longtemps à se mettre en place. Donc en 1813, lors de la bataille de Leipzig, eh bien, les Allemands, on parle, pardon, de massacre entre peuples, bataille entre peuples. Les Allemands appellent ça Völkerschlacht. Hein, littéralement, Schlacht, ça veut dire abattage pour les animaux. Mais ça veut aussi dire champ de bataille, hein, le champ de bataille des peuples. Donc 1813, c'est un terme qui est complètement nouveau. Le peuple est alors confondu avec la nation. Et l'autre nouveauté, c'est que poètes, écrivains, etc., artistes divers et variés, musiciens, s'emparent de la notion de nation. Et Wagner, etc., interprète le nationalisme allemand. Alors, Herder Fichte en Allemagne, Wagner poétise donc le mythe national, mais c'est la même chose en France. L'individu ne se pense plus sans la nation. Le terme d'idéologie avait été inventé, il me semble, par Bonaparte ou par approche de Bonaparte, et ça naît aussi sous la Révolution, en tout cas à cette époque. Alors, il s'agit de définir qui appartient à la nation ou pas. Les hommes sont égaux au sein de la nation, c'est la base même de cette façon de penser. Et il y a donc des minorités, c'est embêtant, qui ne veulent pas participer à ce système de pensée. On se souvient sous la Révolution des Vendéens. Eh bien, le problème, c'est que les minorités sont massacrées parce qu'il faut absolument que tout le monde pense de la même manière. C'est une sorte de refus de la différence. Là où la différence était locale, régionale, eh bien, elle se situe maintenant au niveau du pays par rapport aux pays voisins. C'est-à-dire le microcosme devient un macrocosme de cette manière de voir les choses. Alors, ça inspire d'autres peuples à vouloir être autonomes et on va même fournir des armes
aux Grecs pour lutter contre les Ottomans dans les années 1830. Souvenez-vous du poème de Victor Hugo. Et le petit garçon grec qui est décrit d'une façon tout à fait magnifique, un vrai chérubin, et à la fin, il est assis là sur un rocher, et le poète lui demande, mais que veux-tu mon enfant? Et le petit grec, il dit de la poudre et des balles, pour se libérer des Turcs. Et on voit le même phénomène de sécession en Hollande et en Belgique. Les deux régions se séparent. Et un peu partout, il y a des soulèvements contre les souverains, etc. Pour aboutir à la liberté, la liberté des peuples. C'est le printemps des peuples. De nos jours, le patriotisme recommence à se former. Alors, je parle de patriotisme et pas de nationalisme. Tout simplement parce que lorsque vous avez une région qui est aussi étendue, entre guillemets, je parle de région par rapport à la planète, que l'Europe, systématiquement, ça se transforme en empire administratif. Et un empire administratif, eh bien, il se satisfait de lui-même et il finit par complètement stagner. Hein, c'est le fameux syndrome aussi de tous ces empires, de la Chine, de l'Empire romain, euh, où les fonctionnaires prennent le relais des militaires et de la police. À partir de ce moment-là, quand les frontières sont trop grandes, elles deviennent étanches, ce n'est plus du tout contrôlé. Et les nations européennes, pour la première fois depuis des millénaires, depuis la chute de l'Empire romain, sont massivement envahies. C'est un phénomène nouveau. Donc ce phénomène nouveau, on a fait un peu comme les Romains. On a fait venir un certain nombre entre guillemets, de barbares, des gens qui ne parlent pas les langues européennes au départ. Et on leur a dit, ben voilà, on vous paye un tribut, on fait du regroupement familial, vous avez droit à toutes sortes d'aides sociales, etc. Les barbares, c'était le même fonctionnement avec les Romains. Ben, le résultat, c'est que au bout de plusieurs générations de ce système-là, ce sont les barbares qui ont pris le pouvoir et ce sont les Romains qui ont été assimilés, et non plus l'inverse. On se souvient de Attila, on a l'impression que c'est un sauvage et que il vivait habillé avec des peaux de rats et je ne sais quoi, qui ne se lavait qu'une fois tous les 5 ans. En réalité, il a été élevé à la cour impériale de Rome. Il y avait un système d'otages. Des grandes familles romaines devaient donner des enfants en otage et des familles barbares, en contrepartie, fournissaient des enfants qui étaient otages à Rome. Donc il a été élevé avec le principal général romain qu'il a combattu, Aetius, et qui était à la tête d'une armée à moitié de barbares, à moitié de romains. Donc en Europe, ben, ce qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est le matérialisme, et il s'est couplé à l'universalisme. L'Europe a eu la naïveté de penser que son système philosophique, ses avancées technologiques, etc., allaient être admirées par le monde entier et que le monde entier allait se rallier à ce type de pensée. Eh bien, ça n'a pas fonctionné tout à fait comme ça, en tout cas au début. Maintenant, plus ou moins, oui, il y a une mondialisation qui est en cours, mais qui n'est pas si évidente que ça. Voilà, les Lumières avec Kant expliquaient que les, les peuples sont sortis de l'état de minorité dont ils étaient eux-mêmes responsables et
que l'État doit être comme une tutelle qui doit enseigner à ses citoyens à vivre en collectivité. Mais je trouve, moi, que c'est extrêmement fragile parce que ben, il y a des gens qui ne recherchent pas ça. Ils veulent imposer leur collectivité à eux et puis c'est euh, c'est comme ça. Si vous voulez, le problème en Europe, il est arrivé parce que l'Europe était relativement unie au temps du catholicisme, qui organisait l'école, les universités, les inventions techniques et tout cela. Et lorsque Luther est arrivé, le catholicisme a éclaté en, en- en protestantisme, qui lui-même a éclaté en un nombre incalculable de groupes et de sous-groupes et de sectes diverses et variées. Il y a donc 30 000 églises protestantes à peu près dans le monde. Ils sont créés presque tous les jours, toutes les semaines. Et de ce fait-là, ben, il n'y avait plus aucune unité en Europe. Et il a fallu trouver un autre moyen, un terrain d'entente. Et le terrain d'entente a été la laïcisation de la société suite aux guerres de religion. Et on en est arrivé, grâce à ça, aux Lumières et des Lumières à nos sociétés actuelles. Euh, les Lumières sont bâties sur un homme idéal qui peut, euh, qui est capable de fonder une société relativement idéale. Bon, ça a hélas fini au cours de la Révolution, en tout cas par la loi des suspects, les défiances de toutes sortes, les massacres, les guillotinages, et ça n'a jamais arrêté d'ailleurs. Hein. Euh, les Lumières ont failli, à mon avis, parce qu'elles se sont construites sur une très mauvaise connaissance de l'être humain. L'être humain, quand il en a la possibilité, ben, il tue, il massacre, il s'empare du bien de l'autre, etc. La seule chose qui puisse le freiner, c'est l'intériorisation de l'éthique. C'est vraiment la profondeur spirituelle qui, à partir de ce moment-là, peut, comment dire, il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, que l'autre existe et qu'il a sa place, etc. Ce qui n'est pas du tout toujours évident à comprendre, à faire. Il faudrait peut-être commencer à se poser la question, qu'est-ce qui a été très dangereux dans la pensée des Lumières? Pourquoi ça a autant failli? Pourquoi après les Lumières, nous avons eu Auschwitz et des centaines de millions de morts dans les guerres, le communisme et tout ce que vous voulez, qui sont quand même quelque part des produits des Lumières. Euh, Tout est basé sur l'État, plus rien sur la verticalité. Et voilà un peu où je voulais en venir. Moi, je crois que les Lumières, c'est une philosophie qui est très matérialiste et il n'y a pas trop d'introspection. On pense changer la société juste par comment dire, avec le cerveau, mais une société, elle se change avec l'âme. C'est ça le problème. Ils ont oublié l'âme dans ce genre de. Il y a l'esprit qui est la manière d'appréhender les choses matérielles, mais l'âme, il y a cette part de Dieu qui est en nous et qui nous relie à toutes les choses qui existent. Pas de mystique, pas de communication avec de l'au-delà. Et donc, on en arrive à vouloir tout gérer à la manière humaine. Ça aussi aboutit au colonialisme, ça aboutit à des racismes divers et variés. Et voilà. Euh, Et on en est arrivé à cette grande ère aussi de battage culpable, une ère, je parle où on bat le grain, hein,
de battage culpabilisatrice. Hein, on va sur ces terres et on se fouette, on se... Donc l'Europe est devenue le contre-modèle depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est maintenant à lui d'offrir l'hospitalité à tout le monde et d'accepter les pseudo-universalismes qui viennent d'ailleurs. L'universalisme musulman, l'universalisme je ne sais pas quoi, des banques. Alors, mais cette histoire de tort ne fonctionne plus parce que comme je l'ai dit, des, on s'est rendu compte que les musulmans, par exemple, hein, ont pratiqué l'esclavage massivement, que ce sont des sociétés patriarcales, inégalitaires, je viens de le dire, tout ça. Et tout ça, on le sait, euh, une civilisation qui a attaqué des centaines de fois les autres pays, que ce soit en Inde, que ce soit en Russie, que ce soit chez nous, des centaines d'attaques. C'est une culture de la guerre qui est extrêmement forte. Et, euh, et une autre manière de faire a été, je m'arrêterai là, l'oikophobie, hein, oiko, alors O-Y-K-O, phobie, c'est la haine de la maison natale. Ils nous ont appris ça. Ils nous ont appris à nous haïr. Et ça, je crois qu'il faut absolument sortir de là. Euh, Sinon, nous sommes morts en tant qu'Européens. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire, dans ces pays-là, les industries ne fonctionnent pas, les communications ne fonctionnent pas. Vous allez à Dakar, le courant électrique est régulièrement coupé, c'est toujours la faillite, c'est toujours la pauvreté pour la majorité de la population. Et parce que c'est un système de pensée qui aboutit à ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer pouce vers le haut, j'ai aimé. Allez, à plus.